Dobar večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan 1 na 1. Kao što sam najavio prošloga utorka, moj večerašnji gost je Louis ili Louis Sarkozy. Dobar večer. Dobar večer. Hvala lijepo, dobrodošli u Hrvatsku. Louis Sarkozy je politički analitičar, povjesničar, komentator za SAD, jednako tako i za Francusku, onoga što se zbiva u SAD-u, pa ćemo krenuti od jedne od vaših eto tako, obsesija, da tako velim, a ne zanimanja, a to su Rimljani. Bićete u Zagrebu, u Splitu i u Puli. I meni je posebno drago da vas možemo ugostiti u Dioklecijanovom gradu, kao i u Puli, odakle su recimo iz okolice moji. Pa mi kažete, otkud taj afinitet spram Rimljana? Écoutez, je la subis plus qu'autre chose. Depuis tout petit, je suis obsédé par l'Antiquité, l'Empire romain. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de sites. Je collectionne les pièces romaines, les bouts d'armes que je peux trouver sur le marché privé. Et comme vous savez, j'ai épousé une de vos concitoyennes, une citoyenne croate. Et donc maintenant, le choix des vacances est drastiquement réduit. On ne part plus en Italie ou en Espagne. On ne vient que dans votre magnifique pays. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai devenir peut-être un concitoyen. Mais c'est toujours un grand plaisir de venir. Et bien sûr, quand on vient en Croatie, c'est Pula, c'est Split. Dès qu'il y a des sites romains, généralement, on essaie de visiter. Želim ugodan boravak u Hrvatskoj, drugi put ostanite malo dulje. Ima toga što za vidjeti iz raznih razdoblja, pogotovo ovog koji vas zanima, i krenemo u razgovor. Gospodin Sarkozy nije samo sin bivšeg predsjednika Francuske, nego je dakle samostalna javna figura i ponajprije ćemo porazgovarati o onome čime se u zadnje vrijeme ponajviše bavi, a to je objašnjenje Evropljanima što se to zbiva u SAD. Kad govorim pojašnjenje Evropljanima, ispada, pa dobro, kako mi to ne razumijemo što se zbiva u SAD-u. No, kako vi imate iskustvo života u visokoj politici i u Evropi, a sada gledate na događaj iz perspektive čovjeka koji živi u SAD-u, recite mi, da li nama nešto izmiče iz naše europske perspektive kad promatramo političku scenu Sjedinjenih Američkih Država? Oui, écoutez, moi je suis convaincu d'une chose. Depuis 1945, les États-Unis sont partout. C'est quand même incroyable d'y penser, mais les Européens, les Arabes, les Sud-Américains, les Asiatiques, de leur vivant, en une vie humaine, ont vu des troupes ou des installations ou des campagnes militaires américaines. C'est ce que beaucoup ont appelé aujourd'hui l'Empire américain. Donc tout le monde est habitué à l'Empire américain. Mais quand on regarde l'histoire américaine, on voit que c'est uniquement que depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Or, l'idéologie primordiale, l'idéologie principale américaine, quand on parle des relations étrangères, pendant la majorité de son histoire, de la Révolution jusqu'à la Première Guerre mondiale, peut-être un peu avant, on va dire 1900, c'est l'isolationnisme. Et c'est quelque chose qui est, très présent, qui est imprégné dans l'âme américaine. Et je pense, j'argumente, que Donald Trump, qui surprend beaucoup aujourd'hui en sortant les États-Unis d'institutions internationales, en disant aux pays de l'OTAN, on va arrêter de payer, on va laisser la Russie faire ce qu'elle veut, mot pour mot, il surprend énormément. Or, je pense que c'est quelque chose qui est complètement américain. Il ne faut pas se fier aux 70 ou 80 dernières années, il faut regarder ce qui a défini l'Amérique depuis sa création. Comme l'a dit Henry Kissinger, l'histoire, c'est la mémoire des nations. Et les nations ne changent pas. Elles changent un petit peu, mais pas vraiment, pas leur âme. Et l'isolationnisme, je pense qu'à travers Donald Trump, c'est un dernier retour de quelque chose qui a toujours été présent. Et je pense que peu d'Européens aujourd'hui comprennent ça. On ne regarde pas vraiment l'histoire. Vous savez, dans les facultés de relations internationales auxquelles j'ai étudié, mais parmi d'autres, on regarde l'histoire récente. Tout ce qui est avant la révolution industrielle, on ne regarde pas. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Il y a moins de sources fiables, tout est beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup plus dur d'évaluer l'objectivité d'une source. Et comme vous le savez, les historiens dépendent de l'objectivité d'une source. Mais moi, je pense que c'est très important de regarder. Les États-Unis sont un jeune pays. Et depuis la fin des années 1700, depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est l'idéologie prédominante. Que ce soit la philosophie Monroe,
que ça soit même tout au long du siècle, les États-Unis ont voulu rester hors de l'international et en particulier hors de l'Europe. Vi dolazite iz zemlje koja je obilježila povijest koja je jedna od tradicionalno najutjecajnijih zemalja svijeta, koja je kulturno vjerojatno jedna od 2-3 vodeće zemlje svijeta i koja ima o tome visoku samosvijest. Kako to da ste postali američki državljanin i kako to da neskriveno izražavate kao Francuz veliko udivljenje sprem SAD-a? Što je to što vas toliko plijeni i što vas toliko često puta motivira da izražavate to udivljenje? Écoutez, il y a une grande histoire de franco-américanisme. Ce ne sont pas deux pays qui sont très opposés. D'ailleurs, c'est la plus vieille alliance, comme vous le savez. La flotte française était très importante pour assurer l'indépendance des États-Unis. Donc nous sommes là, contrairement aux Anglais par exemple, depuis le début. Ces deux alliés qui sont très proches, ces deux amis qui remontent de très longue date. Mais il y a quelque chose d'unique aux États-Unis, qu'il n'y a pas ou très peu dans d'autres pays. Aux États-Unis, la conception de la citoyenneté, c'est une république d'idées. On n'a pas besoin d'avoir une ethnicité, on n'a pas besoin d'avoir une religion. Si on vient et on dit « j'aime la Constitution, je respecte les lois, je veux une meilleure vie ici », on peut devenir américain complètement. Comme vous le savez, c'est un pays qui est construit sur l'immigration. Si on regarde, et c'est très intéressant, les cartes d'origine ethnique, il y a de tout. Que ça soit africain, européen, allemand, Pays-Bas, des Espagnols, des Italiens, beaucoup d'Irlandais, c'est éparpillé partout sur les États-Unis. Donc c'est vraiment une république d'idées. Et cette idée-là, ça me séduit énormément. Alors je ne suis pas allé aux États-Unis à cause de ça. Je suis venu aux États-Unis pour la première fois parce que j'ai suivi ma mère. J'étais très jeune, je n'avais pas une conception, une compréhension de tout ça. Mais je suis arrivé, j'ai étudié l'histoire dans une université américaine. Je suis aussi parti dans une académie militaire américaine où j'ai été entouré pas seulement des citoyens de New York ou de Los Angeles, mais des citoyens de partout dans les États-Unis. Mon compagnon de chambre était issu d'une famille du Côte d'Ivoire et de Sénégal. La personne de la chambre à côté de moi était un fermier du Texas du 4e ou 5e génération. Donc j'ai vraiment pu voir toute la magnifique diversité américaine et aussi comprendre à travers mon étude d'histoire le socle constitutionnel. C'est un pays qui s'est uni autour de ses idées, uni autour de son histoire. Il a une constitution exceptionnelle. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui séduit aux États-Unis avant que ça soit la collection ethnique ou même la diversité de religions, c'est la Constitution. Et on voit ça aujourd'hui quand on la compare à quasiment tous les autres pays. L'Israël est un pays magnifique, un pays incroyable, mais regardez les troubles légales qu'ils ont eues avec la Cour suprême et le conflit entre le Parlement et la Cour suprême. C'est quelque chose qui arrive très peu aux États-Unis. C'est un pays avec une constitution tellement bien équilibrée, tellement forte, des institutions qui ont été créées par une bande de génies qu'on appelle les pères fondateurs, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, Paul Revere, qui se sont, par le pur hasard, retrouvés de la même génération, sous la même cause, sous le même drapeau, au même endroit. Et ils ont produit un espèce d'échafaudage légal qui est, dans mon humble opinion, sans comparaison, sans rival possible dans l'histoire humaine. C'est aussi un pays avec une histoire magnifique, tragique, souvent cruelle, dure, plein d'erreurs, plein de crimes, comme tous les pays au monde. Mais je reste convaincu que les États-Unis sont le pays qui ont fait, si on devait mesurer l'impact, un bien disproportionné. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quelle puissance en 2 siècles et demi. Français, Croates, on est des vieux peuples. On vient du vieux continent. Les États-Unis sont là depuis 2 siècles et demi. C'est hier matin. Et regardez la puissance créée. Les gens aujourd'hui qui haïssent les États-Unis, qui veulent le détruire, ont des jeans, ont des McDonald's, achètent des armes américaines, regardent des films américains. Enfin, c'est une effervescence culturelle, une puissance politique qui a sans comparaison. Donc moi, je suis parmi cette génération d'Européens qui a eu la chance de vivre aux États-Unis, qui a été ébloui. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas objectif. D'ailleurs, il y a énormément de crimes et d'erreurs dans l'histoire américaine et il faut en parler. Et d'ailleurs, si je peux rajouter, personne ne parle des erreurs et des crimes américains plus que les Américains. On va dans les départements d'université américaines et les questions très importantes, comme le massacre des Indiens, des Native Americans, comme l'esclavage, le vice primordial, comme les erreurs
catastrophiques, comme le Vietnam, sont étudiés ad nauseam. Et c'est très bien. Et c'est un pays qui reconnaît ses erreurs. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, même si c'est d'une version un peu longue. C'est pour ça que j'aime tant ce pays. Kako je današnja trenutna klima u Washingtonu kad je reč o predizbornoj situaciji? Opišite nam cijeli politički krajolik. Oui, alors, il y a un mot que je déteste dans la langue anglaise. C'est le mot unprecedented, sans précédent. Rien dans l'histoire humaine est sans précédent. Et aujourd'hui, on entend beaucoup la polarisation. La division américaine est sans précédent. C'est faux. C'est très violent aujourd'hui. C'est très personnel, c'est très bas. Parfois, certains d'entre nous qui veulent des débats de fond, des débats d'idées, sont très déçus. Mais si on compare à 1968, la hauteur de la guerre du Vietnam, ou la basseur plutôt de la guerre du Vietnam et du conflit des droits civils, la division d'aujourd'hui semble petite. Si on compare dans les années 1860 à la guerre civile, le pays qui se déchire, nord et sud, ils font 700 000 morts. Frères contre frères, sur des fermes américaines, dans des écoles américaines, la polarisation là-bas était presque fatale. Donc oui, le pays est divisé aujourd'hui, mais beaucoup moins d'avant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant. Ça a beaucoup changé dans la dernière année, et surtout depuis le début du mandat de M. Biden. Je dirais que la grande division, elle n'est pas forcément entre gauche et droite, même si cette division existe. La grande division, c'est entre la gauche et la droite classique et la nouvelle droite trumpiste, la droite qu'on appelle MAGA. Et la division entre les MAGA et tout le reste est devenue très claire il y a quelques semaines quand le Congrès américain, la Chambre des représentants, a voté la loi Peace Through Strength, la loi qui concerne l'aide à l'étranger pour Taïwan, Israël et l'Ukraine. Regardez les résultats de vote. La droite néoconservatrice, la droite classique, a voté avec la gauche. Et c'est les Trumpistes MAGA, ce qu'on appelle les isolationnistes en matière de relations internationales, ont été complètement isolés. C'est exceptionnel, permettez-moi de le souligner. Le speaker de la House, donc le leader de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, M. Mike Johnson, a été sauvé, et son projet de loi a été sauvé, par la minorité démocrate. C'est quasiment, et là j'utilise le mot que je déteste, sans précédent. Le représentant de la majorité est sauvé par la minorité démocrate. Le projet de loi de la majorité est porté contre sa droite extrême par la minorité démocrate. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc pour tout ce qu'on entend de la polarisation entre gauche et droite, et elle existe, notamment sur le mouvement woke, mais sur plein d'issues très importantes qui vont déterminer les élections qui arrivent. Je pense que la vraie division, c'est entre la droite trumpiste et tout le reste. Ima li pomaka u tome kada se gleda i socijalno i politički, kad je riječ o Trumpovim pristašama danas? Jesu li to oni isti ljudi koji su Trumpa učinili predsjednikom? Ili se ta društvena stratifikacija u nekoliko promijenila? Ça change un peu toujours. Donald Trump aujourd'hui est si important parce qu'il répond exactement au calcul électoral. Il a une base, je ne veux pas dire exactement de chiffres parce qu'on ne sait pas, mais disons entre 30-35% d'électeurs de droite américains sont avec lui, quoi qu'il arrive. Une base extrêmement motivée. Et en fait, ça change le calcul électoral pour tout le monde, et surtout pour la droite. La droite, maintenant, c'est très difficile pour eux d'essayer de plaire à une majorité. Il n'y a plus ce qu'on appelle la course vers le milieu, où les hommes politiciens des deux partis essayaient de se pousser vers le milieu pour séduire le plus de monde possible. Aujourd'hui, pour gagner des élections aux États-Unis, il ne faut plus aller vers le milieu. Il faut aller vers les extrêmes, parce que les voteurs, les électeurs modérés votent moins. Et les électeurs plus extrêmes votent plus dédiés. Et Donald Trump est l'incarnation de ce phénomène. Alors, c'est très gênant pour la droite. Certains hommes politiques de droite essayent de faire les deux partis. Je ne vais pas trop critiquer M. Trump, je ne vais pas trop m'aligner avec lui. C'est très gênant. Par exemple, l'homme politicien Tim Scott, juste hier ou avant-hier, qui est pourtant quelqu'un qui est reconnu des deux partis comme quelqu'un de très modéré, si ce n'est de droite, mais quelqu'un de très respecté. On lui pose la question, est-ce que
vous allez reconnaître le résultat de l'élection de 2024 si M. Biden gagne. Il refuse de répondre. On lui demande 4 fois. Il refuse de répondre. Pourquoi? Parce que cette aile de la droite MAGA n'accepte toujours pas que Donald Trump a perdu l'élection de 2020. Et dire à la télé, si je suis un homme politique de droite, Donald Trump a perdu, si Biden gagne encore, je vais reconnaître Biden, c'est considéré par Donald Trump comme une insulte. Et donc cette personne est éloignée et souffrira électoralement. Donc les hommes politiques et les femmes politiques de droite doivent jouer à l'équilibre. Il faut profiter de la base électorale de Trump, ils sont très motivés. Il faut un peu plaire au chef, si vous voulez, toujours plaire au chef, ou on va au milieu et là on risque de perdre les élections. C'est très gênant. Mais moi je pense qu'il y a une chose. Si Donald Trump, demain, n'est plus un facteur électoral, s'il ne va plus se présenter où la base se dissipe ou se divise, si l'attirance électorale de Donald Trump disparaît, je pense que la droite trumpiste disparaît. Je ne pense pas qu'il y aura un trumpisme sans Trump. Je pense que ce clan va disparaître avec lui quand il va disparaître. Après, quand il va disparaître, ça, je ne sais pas. Da ne bismo nastavili dalje, ili prije nego što nastavimo dalje govor o politici, pogotovo o američkoj, možda našim gledateljima neće biti samo razumljivo zašto ja sad vas postavljam u situaciju da razgovaramo o SAD-u, a ne pitam vas ništa o vašem gospodinu ocu, o Elizejskoj palači, ni o čemu što bi bilo prirodno. Pa evo jedno pitanje o tome. Kako to da ste nakon djetinjstva u Elizejskoj palači odlučili posvetiti svoj studij i pogotovo ranu karijeru u američkoj vojsci? Alors, je dois être très clair, je ne suis pas encore dans l'armée américaine. Rekao sam ranu karijeru, tako da znam da niste i dalje. Da. Bien sûr, oui, c'est quelque chose qui est très proche de mon cœur. J'ai postulé à l'école d'officier, j'ai été accepté et j'attends le déroulement du processus contractuel pour commencer une carrière dans l'armée américaine. C'est un choix très personnel que j'ai fait avec ma famille, avec ma femme, mais c'est un choix qui est depuis mes 14 ans où je suis rentré dans une académie militaire américaine, un choix qui est très ancré en moi. Vous savez, les États-Unis m'ont accepté. Je bénéficie de son infrastructure. Je bénéficie de ses opportunités économiques. Je bénéficie de ses protections politiques et de ses libertés. Je suis jeune, en bonne santé. J'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, sauf que beaucoup de choses que je veux faire n'ont pas de limite de temps. On peut le faire à 30, 40, 50 ans. Servir dans l'armée américaine, il y a une limite de temps. Pourquoi ne pas le faire? Aux États-Unis, il y a une vraie belle relation qu'ils ont avec leurs forces armées. Ça veut dire que si on fait son contrat de 4 ou 5 ans, c'est comme si on a payé un peu sa dette. Ensuite, on peut faire tout le reste. Et moi, cette image, elle me plaît beaucoup. Les États-Unis m'ont énormément donné et continuent de me donner beaucoup. Et aussi, il y a énormément de problèmes de recrutement en ce moment. Je veux payer ma dette. Je veux remercier ce pays. Je veux montrer qu'il y a encore des gens de ma génération qui sont prêts à porter le fardeau s'il le faut. Ovdje je, dakle, vaša knjiga o Napoleonu i to prvi primjerak koji je posvećen vašoj gospođi supruzi. Evo, pokazat ćemo našim gledateljima. Elle attend le retour. Pokazat ćemo da i taj, evo, ovdje je i posveta. No, to je sad kuriozitet manje važan. Ono što je bitno da vas pitam, kako ste se, dakle, odlučili ipak pisati o Napoleonu? Nemoguće je kazati, evo, ovo je vrijeme i zanimanja za Napoleona, jer ljudi bi možda tako pomislili gledajući film koji je nedavno, dakle, snimljen i gledan u Hrvatskoj i u kinima i kući i tako dalje, tako dalje. No, u svakom slučaju, Napoleonom se bavimo stalno. Nema desetljeća da se nismo bavili Napoleonom, da se ne reinterpretira, da stotine knjiga broje ili tisuće biblioteka o Napoleonu. Kako to da je bila potreba za knjigom više? Što vas je motiviralo? C'est une très bonne question. Vous savez, il y a plus de livres écrits sur cet homme que sur n'importe quelle autre personne de l'histoire mondiale. Plus que Jules César, plus que Jésus-Christ, plus que Mohamed. On compte à peu près 1,5 livre par jour, tous les jours, depuis sa mort en 1821. Donc la question est totalement justifiée. Pourquoi un autre?
Ma réponse est, je pense, un peu décevante, mais j'espère qu'elle sera au moins honnête. J'ai toujours lu sur son amour pour la lecture, l'importance des livres dans sa vie. Quand il était jeune, quand il lisait les livres qui l'ont formé, qui lui ont donné une ambition, qui lui ont appris la guerre, le sujet qu'il va plus tard révolutionner. J'ai aussi lu des livres qui parlaient de l'aspect intellectuel de l'expédition d'Égypte, une expédition qui est, pour ses origines coloniales, incroyable. 167 savants, des cartographeurs, des ingénieurs, des sculpteurs, des poètes, des antiquaires, des compositeurs sont amenés par ce jeune homme dans sa vingtaine qui décide d'emmener tous ces génies-là et de créer un héritage intellectuel incroyable par son amour de la littérature. J'ai aussi lu sur les grandes librairies qu'il a créées partout dans ses palais, que ce soit à Laeken, à Fontainebleau, aux Tuileries, à Malmaison. Des librairies qui ont grandi jusqu'à accueillir plus de 60 000 volumes. Et j'ai aussi lu, et ça c'est très triste et très tragique, et aussi très touchant, sur son amour pour la littérature à la fin de sa vie, sur le fait qu'il avait tout perdu, cet homme, après avoir tout gagné, quand les armées ont disparu, quand les empires et les royaumes n'étaient plus à lui, il lui restait les livres. Et à la fin, en fait, c'est une image très enfantine presque. On le retrouve, il a 47-48 ans, il est malade, il est gros, il est dépressif, il est seul quasiment sur une petite île au milieu de l'Atlantique. Et qu'est-ce qui lui reste? Les livres. Et il lit comme il lisait quand il était jeune. Il est passionné. Et je trouve que cette image est très touchante. Et donc j'ai lu sur toutes ces époques de sa vie, toutes ces relations différentes avec les livres, à toutes ces différentes époques. Mais je n'ai jamais lu tout ça dans un seul livre. Une espèce de portrait à travers la littérature, où on parle de ses professeurs et de ses premières lectures, de l'expédition d'Égypte et de ses côtés intellectuels, de toutes les grandes librairies, de ses ambitions impériales littéraires, de tout ce qu'il lisait pendant ses campagnes. Ses lectures pendant ses campagnes militaires étaient absolument incroyables. Il emmenait avec lui des librairies de guerre. Ça existait un petit peu avant, mais pas du tout sur la même échelle, avec des milliers de livres. Il faisait la guerre en Prusse, il lisait sur la géographie allemande, sur les rivières, sur les forêts, sur l'agriculture, sur la population. Il lisait des récits de campagne d'anciens rois qui s'étaient battus là. Donc il arrivait sur le champ de bataille avec une connaissance historique, une connaissance des statistiques de l'agriculture, de l'organisation, des finances, du royaume où il allait combattre, qui était infiniment supérieure à tous ses adversaires. Donc la littérature et la lecture, plutôt, a eu un impact sur tous les aspects de sa vie. Et mon humble mission, et j'espère que vous allez me dire si elle a réussi, c'était de réunir tous ces aspects dans un livre, de raconter l'histoire de la relation de Napoléon et des livres, et d'essayer de le faire d'un côté pour la personne qui n'a jamais rien lu sur Napoléon. Donc j'essaie de donner le contexte pour la personne qui ne connaît pas très bien ou peu la vie de l'empereur et l'épopée napoléonienne, mais aussi pour l'expert qui a lu énormément. Et donc j'espère apporter, à travers ces deux ailes, tous les aspects différents de sa vie en un seul volume. Ja ne znam jeste li vidjeli Kubrickovu knjigu pripreme za scenarij, za film o Napoleonu. Ja imam kući, tako imam afinitet spram filma, pisao sam finsku kritiku, studirao finsku režiju, ali inače bih vjerojatno kupio tu knjigu jer je fenomenalna. Naime, ona je ogromna i visinom i širinom i brojem stranica, ali pokazuje nešto važno. Da zapravo svo to preobilje građe u bavljenju Napoleonom je gotovo nemoguće dovršiti. I zato mene nije ni začudilo što Kubrick nije snimio film. Je li to možda situacija i sa cijelom francuskom poviješću? Naime, kad gledamo francusku povijest, ona obiluje toliko snažnim, velikim, značajnim ličnostima, osobnostima, politici, zadržimo samo na politici, ne samo kad je reč o kraljevima, riječ je o figurama poput Richelieua ili tako dalje, da je gotovo nemoguće ne pitati vas je li danas, kad se prisjetite vladavine, dakle, vašeg oca, vladavine, ne mislim su kraljeva, nego vašeg oca, dakle, na čelu Francuske, pa sada gospodina Macrona. Je li moguće govoriti u tom smislu o snažnim osobama i osobnostima, velikim liderima i tako dalje, ili je doba velikih lidera prošlo i je li taj naš zahtjev da mi danas imamo velike lidere uopće opravdan? J'entends beaucoup cela. Oui, on n'a plus de leaders, il n'y a plus d'hommes forts,
ou de femmes fortes. Ces gens manquent de charisme. Je ne pense pas que ça soit tout à fait juste. Il y a beaucoup de personnes sur l'échiquier politique aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, qui inspirent, je pense, beaucoup de dévotion, qui ont un grand charisme et une vision. Mais fondamentalement, il y a une vérité à cette critique. Où sont les Churchill? Où sont les Napoléon? Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'on n'a pas de Napoléon ou de Churchill aujourd'hui. Ces grands hommes et ces grandes femmes arrivent sur la scène pendant des temps de crise, quand tout va très mal. On ne voit pas ces gens-là arriver quand tout va bien. Et tant mieux, parce que ces grands visionnaires, ces hommes et ces femmes d'action, chamboulent un peu tout. Et on a besoin d'eux quand les choses vont le plus mal. Quand les choses vont bien, on n'a pas besoin de grands leaders. Napoléon est l'exemple parfait de ça. Je suis convaincu qu'il y a, dans la vie de Napoléon, mais comme dans la vie de Churchill ou la vie de Margaret Thatcher, il y a deux choses en jeu. L'individu exceptionnel et la période exceptionnelle. Le grand besoin et le grand remède. Parfois, il y a des périodes où il n'y a pas d'individu. Et parfois, il y a des grands individus où il n'y a pas de période. Et ces individus restent dans les caves et les sous-sols non explorés de l'histoire. On ne les découvre jamais. C'est une opportunité loupée. Un Napoléon arrive quand il y a une grande opportunité et un grand individu en même temps. Et bien sûr, un coup de chance phénoménal. L'opportunité de Napoléon, c'est la Révolution française. Sans la Révolution française, M. Bonaparte est sûrement un petit noble de Corse, peut-être avec un léger succès financier, peut-être quelques publications intéressantes, mais rien de plus. Sans la Révolution, Napoléon n'existe pas. C'est la Révolution qui nettoie la table d'une façon ou d'une autre. Il est jeune officier de l'armée royale au moment où tous les aristocrates, donc la majorité des officiers royaux de France, sont chassés ou s'enfuient de France. Donc immédiatement, il a l'opportunité de montrer son génie. Après, le génie, bien sûr que ça compte dans sa montée. Sans génie, il n'y a pas de Napoléon non plus, mais avec son génie, sans l'opportunité, il n'y a pas de Toulon, il n'y a pas de campagne d'Italie, il n'y a pas d'Austerlitz, il n'y a pas de règne. Donc c'est vraiment ces deux choses, c'est l'opportunité et c'est l'homme ou la femme. Et quand ces deux choses ne sont pas ensemble, je pense qu'il n'y a pas de grand leader, il n'y a pas d'homme ou de femme qu'on veut suivre avec un grand charisme. Alors aujourd'hui, on dit où est Napoléon, mais il n'y en a pas. Et Dieu merci, parce que Napoléon ne vient qu'après le grand trouble, le fondamental, drame, et peut-être pour certains le grand chef-d'œuvre qu'est la Révolution française. Vratit ćemo se kasnije u završnom pitanju još jednom Napoleonu, ali sada ponešto, jedan obrat, ponešto u Evropi i Europskoj uniji. Kako iz SAD-a, ne vama samo, ali možete to upisati svoju perspektivu, danas izgleda Evropa i Europska unija? Evo, predsjednik Francuske, gospodin Macron, govori da je Evropa pred smrtnom prijetnjom, ukratko. To je rečeno malo dramatično i vjerojatno je kazano tako da bi se mnogi razbudili, probudili, više da bismo probudili javni oprez, ali nije zgorega čuti i takovu misao. Što vi mislite, je li im prenaglašavamo tu atomsku pretnju o kojoj je još govorio Obama i sve u svemu kako ta arhitektura današnje Evrope izgleda Amerikancima? Alors ça dépend à qui on demande. La vision européenne pour le peuple américain, ça dépend de la famille politique en grande partie. Si on demande à l'aile trumpiste, je dirais que la principale vision de ces gens-là, de la droite trumpiste, c'est l'Europe bénéficie depuis 70 ans du parapluie protecteur militaire américain et c'est fini. Ce sont des gens, comme je disais au début, d'une veine isolationniste qui veulent que l'argent américain soit dépensé aux États-Unis. Et donc je pense que le premier réflexe quand on demande à ces gens-là « Qu'est-ce que vous pensez d'Europe ?» c'est « On en a marre, il faut qu'ils payent pour leur propre défense. » Et si on demande plutôt au reste de l'échiquier politique, à la gauche principalement, ils épousent la vision coalition de ce que c'était la relation transatlantique depuis les 30 ou les 40 dernières années. Ils disent c'est des alliés, il faut travailler avec eux, c'est une vision, je dirais, beaucoup plus bénigne. Et ils s'identifient face à l'aile trumpiste en disant nous,
c'est très important qu'on garde ses alliés. Je parle de la gauche. Il faut qu'on garde ses alliés. L'Europe, c'est nos frères et nos sœurs. Alors, ce n'est pas forcément un discours d'une grande honnêteté. Je me souviens, pendant la campagne de 2020, M. Biden assurait à tout le monde qu'il allait renforcer les alliances avec l'Europe. Sur le point, il a eu principalement raison, mais juste après son élection, si vous vous en souvenez, excusez-moi, il y a eu le fameux deal des sous-marins nucléaires avec l'Australie, qui était quelque chose, en tout cas pour la France, d'une extrême gravité. L'ambassadeur Philippe Etienne, à l'époque, a été rappelé, qui montrait à quel point c'était quelque chose que la France a perçu comme une certaine trahison. Mais bon, voilà pour l'échiquier politique. Je pense que la droite trumpiste se dit on en a marre de payer. Le reste de l'échiquier est beaucoup plus sobre. Et pour revenir sur votre question sur le président Macron, moi je pense qu'il y a fondamentalement une vérité dans son discours. La souveraineté française et européenne ne peut pas dépendre du choix électoral de certains électeurs de Géorgie ou de Floride. Ce n'est pas possible. C'est un abandon de notre souveraineté. Il faut que l'Europe puisse se tenir debout militairement seule. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se passera vite. C'est un travail énorme. En Europe, nous sommes les plus luxueux, les plus prestigieux de l'histoire. Nous bénéficions d'une époque de paix absolument sans précédent dans l'histoire humaine. En partie grâce au parapluie protecteur américain. Aujourd'hui, je pense que les Américains montrent cette tendance isolationniste. On ne peut plus dépendre de ça. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se passer dans 1 an ou dans 5 ans, mais il faut prendre en main notre propre destin. On ne peut pas dépendre des électeurs de Floride ou de Géorgie. Donc c'est là que je pense qu'il y a une vraie vérité fondamentale dans le discours du président Macron. Europa živi razapeta između svog sna o jedinstvu kontinenta, bez obzira da li mi to izražavali federalistički ili kako, i ideje snažnih nacionalnih država uvezanih u jedno zajedničko tkivo, isključivo i samo slobodnim tržištem. Što vi mislite, može li ova Europa koja vrlo često izgleda jako anakrono, meni neki put izgleda, budući da sam zagovornik tog europskog jedinstva, gotovo feudalno, zatvorena u svoje partikularne interese država malih ili velikih, manjih ili većih, no u svakom slučaju ponekad mi se čini daleko od tog jedinstva. Kako to vama izgleda, obzirom da ste ipak imali iskustvo dakle, pribivanja toj visokoj politici, gledanja na politiku iz najveće moguće blizine svog oca, predsjednika Francuske? Mislim tu i na posebnu ulogu Francuske u stvaranju te jedinstvene Europe. Mislim poneprije na te nukleus, taj odnos Francuske i Njemačke. Bien sûr, moi je suis un Européen convaincu. Vous savez, l'histoire européenne, elle a beaucoup de leçons. Il y en a une qui est plus évidente que les autres et qui est plus douloureuse que les autres. C'est que sans l'Union européenne, tous les 30 ans, on est en guerre. Ça n'existe plus depuis l'Union européenne, les guerres entre les grandes nations. L'Europe, c'est un démultiplicateur de puissance. Je m'explique. Aujourd'hui, et c'est très difficile pour moi, Français, fier de l'admettre, la France n'est plus ce qu'elle était. L'Angleterre n'est plus ce qu'elle était. L'Allemagne n'est plus ce qu'elle était. Comme pays individuel, seul, nous perdons notre place à la table. Nous sommes dans l'ère des superpuissances territoriales et démographiques. Les États-Unis, l'Inde et la Chine sont des géants à côté de nous. Et la démographie, c'est ce qui est en dessous de tout pouvoir politique. Donc l'Europe, c'est l'unification de toutes ces puissances-là, et ça a un effet de loupe. Si la France seule n'a plus le même poids qu'elle avait avant, si l'Espagne ou l'Italie seule n'ont plus le même poids qu'elle avait avant, ensemble, que ce soit par notre puissance économique, notre puissance diplomatique, culturelle ou militaire, nous avons un siège à la table. Moi je suis convaincu qu'il faut absolument œuvrer pour un renforcement, une simplification de cette structure européenne, pour l'améliorer, pas s'en éloigner. Europa današnjice ima jedan zajednički problem, ili bavimo se istim fenomenom, ajmo izbjeći riječ problem, kao i SAD, pogotovo SAD u viziji gospodina Trumpa.
To su migracije i migranti. Kako vi vidite, dakle, taj fenomen iz američke perspektive, kako iz evropske? Oui, et surtout que les troubles climatiques ne vont faire que augmenter le flot de migrants. Écoutez, fondamentalement, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. J'ai commencé cette conversation en expliquant que la beauté des États-Unis, c'est que c'était une république d'idées. On dit « je veux devenir américain, je suis en quête d'une meilleure vie, je déménage ici, je risque financièrement, socialement, j'abandonne le vieux pays pour arriver au nouveau ». C'est quelque chose de fondamentalement noble. Mais tout ce que je dis repose sur un fait, l'assimilation. Il faut absolument, dans une société multiculturelle, dans une société ouverte, démocratique, assimiler toute population qui arrive, qu'elle vienne de n'importe quelle foi, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle ethnicité, n'a aucune importance. Une fois qu'on arrive en France, comme en Italie, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, on doit dire « ceci est mon nouveau pays ». Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument apprendre la langue en quelques mois, se convertir à la foi. Nous sommes des pays multiculturels. Nous sommes des pays les plus multiculturels peut-être de l'histoire mondiale. Et c'est une fierté et une force. Mais il faut s'assimiler. Au bout d'un moment, il faut dire « j'ai abandonné mon ancien pays, je suis dans le nouveau ». Il y a des pratiques culturelles, des opinions qui marchaient, qui étaient à la norme dans mon ancien pays. Elles ne peuvent plus l'être dans mon nouveau pays. Sans l'assimilation, on ne peut pas avoir une société qui accepte beaucoup d'immigrants et aussi une société multiculturelle et ouverte. Ce n'est pas possible. Soit on se ferme, soit on n'accepte plus de personnes. Et comme je pense qu'on a une responsabilité d'accepter des gens du monde entier qui veulent une meilleure vie, qui veulent devenir américains ou européens, il faut qu'on assimile. Sans l'assimilation, il n'y a plus de migration ou alors il y a une vraie perte de l'identité de la société. Spominjao sam prije vaš život, dakle, u Elizejskoj palači i neminovni, dakle, utjecaj blizine visoke te politike koje ste pribivali, ali na način da imate, doduše ne znam u kojoj ste meri razgovarali sa gospodinom ocem u toj dobi i bez obzira na dob, do koje mjere je on slobodno s vama razgovarao o visokim problemima politike, ali ste ipak je razumijevali, vidjeli na drugačiji način. Da li to drugačije motrište čovjeka motivira da se bavi politikom, da li ga osposobljava da bolje razumije politiku ili postaje ponekad put ciničan kad zna ono što je iza zavjese? Cynique n'est pas l'objectif que j'utiliserai. C'est un puits de savoir et de sagesse, et c'est quelqu'un qui, dans la moindre phrase, le moindre mot, si on s'assoit, on réfléchit 2 minutes à la profondeur ultime de cette phrase et de ce mot, c'est une mine d'or, en vérité. Non, moi, je ne suis qu'ouï avec lui. C'est une chance et un privilège immense, inimaginable. Je devrais peut-être préfacer en disant que je ne suis pas la personne la plus objective pour tacler le sujet, mais d'être né son fils. Après, quand on parle d'ambition, moi, je n'ai qu'une ambition pour l'instant, c'est de vendre des livres. Et aussi d'aller demain à Split, visiter le palais de Dioclès et peut-être de jamais n'en ressortir. Toutes les autres ambitions, on verra après. Pour l'instant, je veux vendre des livres et je veux parler, commenter, écrire, essayer de décrire les États-Unis, mon deuxième pays, ce pays que j'aime tant, ce pays que j'aime penser, que je crois penser connaître, à des téléspectateurs, à des lecteurs européens qui, je pense, ont besoin d'une certaine contextualisation de la vie politique américaine et surtout de l'histoire américaine. En fait, c'est ça ce que je veux vraiment faire. Moi, je suis passionné d'histoire américaine et je suis convaincu de ce que Kissinger disait, l'histoire est la mémoire des nations, comme je vous l'ai dit. Si on ne comprend pas l'histoire américaine, on ne comprend pas son comportement. Si on comprend l'histoire américaine, ça ne nous donne pas des réponses pour le futur, mais au moins, c'est comme si on allumait une lampe torche, tout devient un peu plus clair, un peu plus illuminé. Postoji li neka od osoba na današnjoj javnoj sceni, političkoj, svjetskoj, koja vas posebno fascinira? Kom biste se recimo zabavili na ovakav način da čak moguće napišete knjigu o njoj? Comme me l'a dit
un grand historien écrit uniquement sur les gens morts. Et les gens morts depuis longtemps, ça t'épargne d'énormément de troubles. Fascine, je suis fasciné par les idées, plus que par les gens. C'est la fameuse phrase de Madame Marie Curie, « Intéressez-vous plus aux idées et moins aux gens ». Alors c'est un peu ironique pour quelqu'un qui a écrit un livre sur Napoléon, mais ce que j'aime dans Napoléon, c'est qu'il marie, il épouse et il devient l'incarnation de tant de ses idées. Il marie le socle nouveau créé par la Révolution française et après une volonté de légitimité, un certain conservatisme qui est effectivement très antique et très ancien. Donc c'est la coalition, le mariage d'idées qui me fascine. Après, oui, bien sûr, il y a des hommes politiques, que ce soit en France ou aux États-Unis, des hommes et des femmes politiques, et des commentateurs aussi, et des écrivains politiques qui sont absolument géniaux. Moi, je suis un amoureux d'un homme qui doit avoir entre 85 ou 90 ans, qui a écrit des dizaines de volumes sur la politique et l'économie américaine, qui est un homme d'une sagesse, d'une bonté, d'un savoir et d'une simplicité absolument étourdissante. Et cet homme, c'est Thomas Sowell, l'économicien américain qui est aujourd'hui à Stanford. Je crois que Thomas Sowell a écrit 12 livres depuis son 80e anniversaire. Et ce n'est pas des livres gentils, mignons, non, c'est des puits de sagesse, une recherche extrêmement approfondie. Donc lui n'est pas homme politique, mais si vous me dites qui me fascine en ce moment sur l'échiquier politique, c'est Thomas Sowell. Prije 2 godine, ne mislio sam da godinu, ali brzo vreme leti, prije 2 godine bio sam posjeti Windsoru prvi put u životu i vodio me jedan tako, ekspertni sam dakle imao pristup samom tom prolasku. Naime, vodio me čovjek koji je bio dio dvora. Ne želim sad precizirati dakle, koja je bila njegova funkcija, ali u svakom slučaju čuo sam tolike detalje da jednostavno bi bio lišen toga da me vodio, recimo, uobičajeni vodič. U jednom trenutku zastali smo kod jedne male zastavice i rekao mi, vidiš ovu zastavicu, ona je obično nepoznanica svima koji ovdje dolaze, da je danas izvješeno zbog jednog posebnog razloga. Ja sam rekao zbog kojeg? Pa to je kraljica svake godine izvjesi na ovaj dan da nas podsjeti na jednu pobjedu protiv Francuza prije 2 stoljeća. Ja sam rekao, čekajte, prije 2 stoljeća, pa Francuzi su među vremenu ipak sa vama nešto bliski bili od Njemaca. Ma ne, to sa Njemcima je bila afera, ali Francuzi su zapravo nama problem bili kroz povijest. Sad zašto sam napravio cijelu sliku? Vi ćete predstaviti svoju knjigu u britanskom parlamentu. Pretpostavljam da znate taj osjećaj britanski za francusku povijest i provesti odnosa Britanije i Francuske, pa naravno da znate, pa nema li u tome malo ironije što ste izabrali parlament za mjesto predstavljanja knjige? C'est une délicieuse ironie. Non seulement... Ima tamo, da ne idem dalje, prosite, ima tamo dalje jedna slika koja je posebna u hotelu, naravno. Deux. Il y a une magnifique chambre où il y a d'un côté une magnifique tapisserie de la rencontre de M. Wellington et de M. Blücher, les deux gagnants de Waterloo juste après la bataille, et de l'autre côté de la pièce, la bataille de Trafalgar, la mort du fameux Nelson, le héros de la marine britannique, et la bataille qui a en fait garanti la domination anglaise des mers et donc l'effervescence de l'Empire britannique pendant 100 ans. Et quand j'ai été au Palais de Westminster pour la première fois pour essayer de voir si on pouvait faire un événement là-bas, mon hôte, et je ne peux pas vous dire non plus qui c'était, était ravi de me montrer ces 2 peintures. Mais je pense que j'ai une petite victoire maintenant sur lui, c'est que 2 siècles après la mort de Napoléon, on va célébrer, en tout cas en petite partie, très modestement, effectivement, une sortie sur un livre qui le concerne, dans le même bâtiment qui a fait tant pour le détruire. Et ça témoigne non seulement de cette délicieuse ironie qui ne fait que flatter mon ego de français, parfois surdimensionné, mais aussi sur le rapprochement incroyable de nos 2 nations, sur le fait que depuis
depuis 30, 40, 50 ans, c'est vraiment une relation quasi fusionnelle. C'est quelque chose que le neveu de l'empereur Napoléon Ier, Napoléon III, était convaincu que tout futur Français devait être absolument lié avec les Anglais, avec une alliance proche avec les Britanniques. Je suis convaincu aussi de ça. Je suis passionné par l'Angleterre et donc c'est non seulement une ironie, mais un plaisir et un honneur immense de lancer le livre, effectivement, comme vous l'avez dit, au Palais de Westminster, dans la Maison des Seigneurs. Recite mi, evo se spominjem britanski parlament, bili ste dakle u američkoj vojsci, poznajete izuzetno dakle povijest, političku povijest naročito, sin ste francuskog predsjednika. Mislim, najlogičnije pitanje je imate li vi političkih ambicija? Absolument aucune, à part vendre le plus de livres possible. Et peut-être, si je dirais, moi je suis passionné par Napoléon et comment ne pas l'être. On arrête 10 personnes dans la rue, à Zagreb, à Paris, à Vienne, à Mexico City, au Guatemala, en Afghanistan. Tout le monde connaît Napoléon. Tout le monde reconnaît la silhouette, tout le monde reconnaît le chapeau, tout le monde reconnaît la main dans le manteau. C'est exceptionnel. Mais beaucoup de gens connaissent sans vraiment connaître. Ils pensent que c'était un guerrier assoiffé de sang, quelqu'un d'incroyablement brutal, il pouvait l'être, quelqu'un d'incroyablement assoiffé de pouvoir, il l'était aussi parfois, quelqu'un qui a voulu avaler le monde, il n'a jamais voulu le faire. Moi, je suis motivé et mon ambition aujourd'hui, c'est de montrer le lecteur. Qu'est-ce qu'on verrait si on était avec lui le soir dans sa tente de campagne? Parce que c'est vraiment quelque chose de surprenant. Vous savez, c'est quelqu'un qui était sur un champ de bataille, qui gouvernait les régiments, les divisions, qui supervisait la mort, participait à la mort de dizaines de milliers de personnes, qui faisait l'histoire de l'Europe et du monde, qui rentrait dans sa tente et qui lisait un roman sur une jeune fille amoureuse. Pour moi, c'est incompréhensible. Comment c'est possible? Et lui-même savait que c'était très spécial. Il dit cette phrase incroyable, « Mon esprit, c'est comme une énorme armoire. J'ouvre un tiroir et je gère les sujets dans le tiroir. Je referme le tiroir, j'ouvre un autre tiroir, je gère les sujets là-dedans. » Il peut compartimentaliser parfaitement les sujets. Et il dit, si je veux dormir, je ferme tous les tiroirs et je m'endors. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est un objectif. Et mon ambition politique aujourd'hui, c'est de montrer ce côté peu connu de Napoléon. Napoléon le lecteur et Napoléon le lecteur assoiffé. I posljednje pitanje, jer tu smo na kraju emisije. Rekao sam na početku, izuzetno mi je drago da ćete biti i u Splitu i u Puli, pored Zagreba, no postavit ću malo općenitije pitanje o Hrvatskoj iz perspektive jednog Francuza. Kako Francuzi danas gledaju na Hrvatsku? Znate, u ovim krajima se običavalo govoriti da postoji posebne povijesne veze Srbije i Francuske itd. Odjednom je sa predsjednikom vlade Plenkovićem promijenila ta perspektiva, pogotovo zbog njegovih osobnih odnosa sa predsjednikom Macronom, koji su vrlo prijateljski, snažni, prisni, ali i zbog ukupnih odnosa hrvatskih i francuskih. Kako Francuzi, obični Francuzi recimo u politici, gledaju na Hrvatsku danas? Comme le pays qui nous a donné notre deuxième Coupe du Monde. Donc effectivement, c'est un bon souvenir que nous gardons. Non, je pense que la compréhension française croate a beaucoup changé dans les dernières années. C'est un pays qui était beaucoup moins connu, je pense, il y a 30 ou 40 ans, et aujourd'hui qui rentre sur la scène non seulement grâce à sa participation, à son statut de membre permanent de l'Union européenne, mais aussi comme une destination touristique qui est beaucoup plus populaire qu'elle ne l'était il y a quelques années, et comme une destination culinaire, culturelle, absolument énorme, comme un allié politique et diplomatique qui est de plus en plus important et qui ne fera que grandir en importance. Mais vous savez, moi, je parle là sur un champ de glace très fin, parce que je suis marié à une Croate. Et toute l'interview qui s'est passée jusqu'à maintenant n'a aucune importance pour ma femme, qui est la vraie patronne. Je vais rentrer et je vais payer maintenant pour mes commentaires. Je suis sous menace terrible, vous savez, je vous ai dit. Il n'y a plus de vacances pour nous n'importe où. Maintenant, c'est la Croatie. Mes enfants, on m'assure, seront croates avant d'être français ou américains. Et un jour, je l'espère, moi aussi. Hvala lijepo na vašem vremenu. Hvala lijepo što ste u ovom
vrlo sadržajnom vremenu koje ćete provesti u Hrvatskoj našli vremena i za ovu emisiju. Nadam se da ćete dolaziti u Hrvatsku češće, da ćete biti često i naš gost. Tako da zahvaljujem i do neke druge zgode. Merci de votre hospitalité. C'est toujours un plaisir d'être en Croatie. C'est un honneur de faire votre émission. Et bien évidemment, si j'ai un jour le plaisir de recevoir une autre invitation, ça serait un honneur d'y participer encore une fois. Hvala još jednom, dragi gledatelji. Hvala i vama i gledajte nas i sljedećeg utorka i do tada doviđenja.